Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue ici au pied-à-terre du président du Faso à Tinkodogo. C'est ici que Roch-Marc Christian Kaboré nous reçoit ce soir pour 1h30 d'entretien. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. C'est un entretien que j'ai le plaisir de conduire en compagnie de ma consoeur Romaine Bakwa Zidwemba de la Radio Nationale. Excellence, bonsoir. Et Innocent Soulama de la télévision privée Canal 3. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Alors, Monsieur le Président, cela fait 4 ans, à quelques semaines près, que vous êtes aux affaires et beaucoup, au regard des difficultés qui jalonnent votre mandat jusqu'à présent, estiment qu'il n'aimerait pas être à votre place. Alors, Monsieur le Président, comment vous vous sentez à Kosiam 4 ans après? Bien, je me sens à Kosiam comme un président qui a été élu, en qui le peuple a fait confiance sur la base d'un programme et qui se bat au quotidien avec le gouvernement pour la réalisation de ce programme. Je dois noter simplement que ce programme se réalise dans un contexte difficile, qui est le contexte de la lutte contre le terrorisme. Et donc, de ce point de vue-là, chaque fois que nous arrivons à réaliser des projets dans notre pays, c'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir également pour le peuple burkinabé. Je dois pouvoir dire que depuis les 4 ans que je suis à la tête du Burkina Faso, je dois pouvoir considérer que beaucoup d'acquis ont été engrangés. Mais certainement beaucoup reste à faire. Parce que, comme je dis, nous sommes dans un contexte d'adversité. Et nous devons comprendre que, malgré tout, le Burkina Faso avance. Malgré tout ce que nous pouvons dire. Et je pense que, sans vouloir rentrer dans trop de détails, que je crois que chaque ministre aura l'occasion de dégrainer lorsqu'ils seront devant vous, je peux dire que le bilan pour le moment, pour ma part, est satisfaisant. On aura l'occasion d'évoquer certains de vos grands engagements. Et moi, je vais vous demander d'entrer un peu dans le détail du quotidien. Quel est le quotidien du président du Faso quand on reçoit ces nouvelles du front, des nouvelles qui ne sont pas très bonnes? Régulièrement, on reçoit de ces nouvelles-là. Quelque part, est-ce que vous avez un sentiment d'impuissance face à ces attaques répétées? Pas du tout, pas de sentiment d'impuissance. Nous sommes certainement affligés par des échecs que nous pouvons avoir ça et là dans la lutte contre le terrorisme. C'est comme je l'ai dit très souvent, nous aurons des victoires, nous aurons des échecs, mais nous devons rester debout. Parce que la cause que nous défendons, c'est l'intégrité, c'est la vie des Burkinabés et nous devons rester conformes à notre histoire. Le Burkinabé n'a jamais cédé ni reculé devant l'adversité. Et c'est ce mental-là qui, au quotidien, me guide dans mes actions. Oui, Monsieur le Président, on imagine beaucoup d'émotions avec la situation sécuritaire. Vous l'avez évoqué dès les premiers mots. Alors, comment vous arrivez donc à tenir votre credo? C'est lequel? Avec ce quotidien, vous l'avez dit, le Burkinabé se demande comment notre président arrive à tenir. Parlez-nous donc de votre morale. Ben, je veux dire que j'ai le moral qui est très haut parce que j'ai conscience également que le peuple burkinabé est derrière également le gouvernement dans cette lutte que nous menons. C'est cette résilience du peuple burkinabé qui nous permet également de tenir. Et comme je le dis très souvent, nous devons nous dire que chaque peuple, dans son histoire, traverse des difficultés. Chaque peuple a traversé, quand vous regardez l'histoire de tous les peuples du monde, il y a eu des moments où ça a été très difficile. On doit être conscient que si nous nous soudons et que nous travaillons ensemble, si nous soutenons nos forces de défense et de sécurité, on arrivera au succès que nous escomptons. Et c'est pourquoi j'encourage tout Burkinabé à faire preuve d'un mental fort. Parce que quand nous disons le Burkina est debout, ce n'est pas pour raser les murs après, c'est pour avancer. Alors, Monsieur le Président, s'il y a un sujet qui défraie la chronique actuellement, c'est bien sûr cette invitation qui vous a été adressée à vous et à 4 autres présidents, tout comme membres du G5 Sahel, par le président français Emmanuel Macron à vous rendre à Pau, en France, le 16 décembre prochain. Ça a suscité beaucoup, en tout cas, d'indignation au Burkina, mais également dans d'autres pays. Déjà sur les termes, Monsieur le Président, on parle ici d'invitation ou de convocation, Monsieur le Président? Non, je dois dire que, vous savez, nous sommes dans un partenariat avec un certain nombre de pays, dont la France, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui est un combat international.
Mais je dois pouvoir dire que la forme et le contenu qui a précédé cette invite a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive du fait que le partenariat doit être respectueux des uns et des autres. Et je crois que cela est très important. Ça n'a pas été le cas ici? J'estime que les tons et les termes qui ont été utilisés avant l'invite posent des problèmes parce que ça, c'est le contenu des débats qu'on doit avoir ensemble. Alors, si au sortir de l'OTAN, l'exposé se fait de cette manière, ça pose des problèmes, évidemment. C'est ce qui a expliqué un peu l'indignation au niveau de l'opinion, qu'elle soit nationale, qu'elle soit dans le G5 ou africaine de façon générale. Alors, cela signifie que, comme je dis tout le temps, nous devons avoir des rapports de respect mutuel, de considération mutuelle, parce que ça veut dire qu'à titre personnel, vous n'avez reçu aucune invitation officielle. Nous avons reçu ici même la lettre du président Macron, quand je suis arrivé à Tinkodougou, qui nous invite, et dont le contenu n'a rien à voir, si vous voulez, avec les termes. Même si nous considérons qu'il a utilisé son langage pour l'opinion publique française, on doit bien se rendre compte que nous avons aussi des opinions et qu'il faut, quand nous parlons, tenir compte justement des opinions des uns et des autres. Auparavant, avant que nous recevions cette lettre, le conseiller spécial du président français aux affaires africaines avait appelé pour dire que le président français souhaite faire une invitation au chef d'État du G5 pour une rencontre. Il est tout à fait normal, dans un partenariat que nous nous rencontrons, pour faire le point de ce qui marche, de ce qui ne va pas, et comment nous pouvons faire pour améliorer notre combat commun contre le terrorisme. Mais l'impression que j'ai eue, Excellence, c'est que c'est par voie de presse que vous et les autres présidents avez appris donc, cette c'est-à-dire invitation. Que, non, je veux dire que là, je dois resituer les contextes. D'abord, le conseiller spécial nous a téléphoné pour dire le président français souhaite donc inviter, certainement qu'il ferait une déclaration après la réunion de l'OTAN. Donc, évidemment, nous avons reçu la correspondance officielle aujourd'hui. Maintenant, sur le contenu, je dirais, le ton et le contenu de la déclaration, personnellement, je n'avais pas écouté la télé, donc je ne savais pas quel était le contenu et ni le ton. C'est ça que j'ai vu par la suite. Maintenant, je pense que dans l'expression du langage, certains peuvent comprendre que finalement, c'est parce que c'est à la télé que j'ai appris cette information. Ce n'est pas le cas. Mais le temps a semblé paternaliste et certains ont vu donc des relents néocolonialistes. Non, je pense que c'est pourquoi j'ai dit le ton a causé plus de problèmes, évidemment. Et comme vous savez, chacun y va de son interprétation. Mais la lettre qui a été adressée n'a pas du tout le même contenu que, je dirais, le ton. C'est comme j'ai dit, je comprends que, évidemment, la question était de rassurer l'opinion publique française sur les engagements du président français. Mais après le décès des 13 soldats. Mais en même temps, quand on le fait de cette manière, on oublie que les autres aussi ont une opinion. Et que quand les opinions se télescopent, ça devient des problèmes. Et ça crée plus de problèmes qu'il n'en faut. Puisque aujourd'hui, parlant donc de la position des Africains ou des pays sur la France, ça n'a fait qu'augmenter ces problèmes-là de façon pratique. Monsieur le Président, vous aviez déclaré, lorsque vous avez été interrogé par les journalistes, que vous allez vous rendre justement donc à quoi, à cette invitation. Vous avez dit, nous allons nous rendre. De part et d'autre, il y a des choses à clarifier dans nos relations. Le nous, vous faisiez allusion à qui? À vous, en tant que chef d'État du Burkina, ou en votre qualité du président du G5 Sahel, ce qui suppose déjà concertation avec les autres? Non, j'ai dit non parce que je pense que dans le principe, comme je vous ai dit, dans un partenariat, nous ne pouvons pas refuser la discussion. Mais je dois vous rassurer que le G5 Sahel va faire une concertation d'ici le 15 de ce mois, sur lequel nous prendrons donc une position définitive sur ça veut dire que jusque-là, rien de définitif n'est arrêté si vous allez vous rendre ou pas à Pau en France, le 16. Non, c'est-à-dire que sur le plan du principe, nous avons décidé de nous concerter. Mais qu'est-ce que vous allez dire au président français? Mais ça, vous saurez quand nous serons concertés. Pour l'instant, au regard des calendriers des uns et des autres, la concertation aura lieu le 15. Monsieur le Président, est-ce que vous comprenez l'expression donc de la jeunesse africaine
sur ces questions-là, ce que Emmanuel Macron, le président français, qualifierait donc de sentiment anti-français. Est-ce que vous comprenez justement donc ces expressions ici? Bon, je veux dire que nous sommes en démocratie et comme je dis, nous ne pouvons pas empêcher les uns et les autres, chacun d'avoir son opinion. Ça me semble tout à fait normal. Et le rôle que nous avons en tant que garant de cette démocratie, ce n'est pas d'empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Je crois que ce n'est pas notre rôle. En tout cas, le président français semble vous reprocher de ne pas faire assez pour, en tout cas, empêcher, disons, le développement de ce sentiment anti-français. C'est pourquoi j'ai dit la forme et le contenu ont manqué de tact. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça a amené un tollé. Sinon, nous avons eu plusieurs fois des réunions du G5 avec la France sans que cela ne pose de problème. Alors, donc, c'est pour simplement dire que autant nous comprenons, autant nous devons nous comprendre également que nous ne sommes pas dans une guerre. Nous sommes quand même des chefs d'État responsables. Nous ne sommes pas dans une guerre entre le G5 et la France et que le partenariat que nous avons avec la France ou tout autre pays, c'est un partenariat dans lequel nous devons maintenir un dialogue pour permettre justement d'avoir une meilleure efficacité sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, des questions sont posées. La force Barkhane est là, le G5 est là, pourquoi n'avons-nous pas de résultats? Et justement, je pense que nous devons travailler à clarifier tout ça et à renforcer notre compétence justement dans la lutte contre la corruption. Dans votre réaction, donc, après la nuit de l'anticorruption, vous disiez que vous alliez vous y rendre. Vous avez dit on va se parler franchement. Absolument. Que faut-il entendre par là? Est-ce que ça sous-entend que jusque-là, tout n'est pas franc dans la relation entre vous et puis la France? Non, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le constat qu'on peut faire globalement, c'est que tout le monde est conscient qu'il y a un problème d'efficacité de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. On ne peut pas dire simplement que c'est un problème français, c'est un problème qui nous concerne d'abord en tant qu'Africains. On doit se réjouir aussi qu'aujourd'hui en Afrique, au niveau de la CEDEAO, il y a un engagement plus fort des Africains, de ceux de l'Afrique de l'Ouest, pour travailler dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Donc je pense qu'il est important que nous puissions nous rencontrer pour voir quelle est la mission. Que Barkhane ne fait pas assez aujourd'hui aux côtés de nos forces de défense? Non, vous savez très bien que du point de vue de l'opinion, les gens pensent que Barkhane ne fait pas assez. Mais également, Barkhane fait son travail. Est-ce que nous devons, nous, continuer à penser que nous devons reposer notre sécurité sur la France? Ou est-ce que nous aussi, nous devons nous assumer pour assumer ce combat que nous devons mener? Et nous pensons que le fait que la CEDEAO s'engage avec nous, ça va permettre de renforcer la coalition qui va lutter contre le terrorisme. Le président français menace de retirer ses troupes aussi. La position des États africains n'est pas clarifiée. Les États donc du G5 Sahel. Est-ce qu'on est préparé au niveau du Sahel à l'éventualité du retrait des troupes françaises? De toute façon, je pense que même si les troupes françaises doivent se retirer, je pense qu'il est très important, justement, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on clarifie un certain nombre de choses, que nous voyons justement le moratoire dans lequel cela va se faire. Parce que pour l'instant, Barkhane est basé certainement au Mali. Il appuie différents pays, y compris le Burkina Faso, le Tchad, le Niger, dans le cadre de la lutte antiterroriste. Les éléments au Burkina aussi. Comme vous savez, oui, la force Sabre, comme vous savez, nous avons convenu que, et c'est une réalité, la lutte contre le terrorisme, c'est un combat international. Ça implique tous les pays. Quand vous prenez la Syrie, ça a été une coalition internationale qui a fait la bataille en Syrie contre le terrorisme. Je dois dire que nous-mêmes, au niveau du G5, nous avons souhaité, dès le départ, qu'il y ait cette coalition. Après les discussions que nous avons eues, on nous a dit non, peut-être qu'il faut plutôt qu'il y ait un partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel. Alors aujourd'hui, le président Macron parle bien sûr de coalition aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous allons avancer dans une clarification de l'ensemble de ces questions. Est-ce que ce partenariat peut se faire dans le cadre de l'Union européenne? Parce qu'au sein de ce lieu, il y a des voix aussi qui s'élèvent pour réclamer plus d'engagement au Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Mais oui, ça se fait déjà parce que la France, vous savez très bien que dans le cadre du G5 Sahel, nous travaillons avec la France et l'Union européenne de façon globale. Et que dans le cadre de la mise en œuvre de la force du G5,
il était également les engagements qui avaient été pris par l'Union européenne et la mobilisation des ressources qui avaient été faites était de l'ordre de plus de 400 millions d'euros pour pouvoir assurer l'équipement des forces du G5, notamment en blindé, en matériel de communication, je dirais en construction du siège du G5 au Mali, etc. etc. Oui, alors, tout ça, c'est un processus qui, depuis 3 ans, a mis beaucoup de temps, dont la réalité sur le terrain, je dirais, n'est pas encore très visible, même si ça commence petit à petit à venir. Et ça fait 3 ans quand même que nous travaillons sur ce dossier. Monsieur le Président, il y a le rendez-vous donc du 16 décembre prochain. Déjà, on entend donc certaines mobilisations de la jeunesse burkinabé à vous accompagner à l'aéroport. Il y a aussi une mobilisation africaine sur cette question-là. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission africaine? Parce qu'il y a quand même des voix qui attendent. Donc, vous savez, c'est ce que je dis, il ne faut pas placer justement cette invitation à participer à la rencontre du 16 comme étant, je dirais, un combat entre l'Afrique et la France. Je pense quand même que les chefs d'État qui ont été élus sont investis déjà par leur population, par leur peuple, d'un certain nombre de responsabilités de pouvoir assumer. Alors, nous défendrons très certainement ensemble les intérêts également du G5 et nous travaillerons à ce que ce partenariat soit équitable et efficace. Je crois que c'est ça l'objectif. Monsieur le Président, tout cela est nourri par des polémiques également. Est-ce que la France a bloqué une opération d'achat d'avions militaires par le Jamais, jamais. La France n'a jamais bloqué un achat d'avion. Comme vous avez les réseaux sociaux, c'est une zone de désinformation et je peux vous assurer que jamais ça n'a été le cas. Monsieur le Président, il y a également cette tentative d'ouverture, on l'a vu au sommet Russie-Afrique, en tout cas cette volonté d'associer le maximum de partenaires dans ce combat, la Turquie, la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de concret qui se profile avec ces pays-là dans ce combat? Vous savez, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, le partenariat est ouvert. Personne n'est exclu du point de vue dans ce partenariat. Donc, comme vous le savez, le Burkina Faso a signé des accords de coopération également militaire avec, je dirais, la Russie, la Fédération de Russie. Et donc, s'ils veulent participer à la lutte contre le terrorisme, c'est je dirais, la porte est ouverte. Que ce soit la Russie, que ce soit les pays arabes. On a vu par exemple en Centrafrique, l'engagement russe ne plaît pas à la France. Oui, mais ça, n'empêche que les Russes y sont. Ça ne change rien au fond. Donc je veux dire que la lutte contre le terrorisme est une lutte où, évidemment, tous les pays qui peuvent apporter une contribution à ce combat, nous sommes prêts à les recevoir dans cette action. Vous êtes le président en exercice du G5 Sahel. Le G5 Sahel aujourd'hui, en tout cas, vole plutôt de réunion en réunion. On a l'impression jusqu'à présent que véritablement cette coalition, ou en tout cas cette volonté des 5 pays de mettre ensemble leurs efforts, tarde à produire véritablement les effets sur le terrain. Est-ce que vous y croyez toujours? Parce que beaucoup aujourd'hui perdent patience dans la montée en puissance, notamment de la force conjointe. Nous sommes tout à fait d'accord que le G5, c'est quand même une initiative nouvelle qui permet à 5 pays de pouvoir regrouper ensemble des forces dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, je dirais, au Sahel. Comme vous le savez, il faut noter que cette, je dirais, métastase du terrorisme, je dirais, au Sahel, la première base et la première cause, ça a été justement la situation en Libye, qui a été provoquée à l'époque par l'éviction du colonel Kadhafi, qui a amené justement le fait que la Libye est devenue une base de formation de terroristes. Et c'est cette situation qui s'est métastasée dans notre région et qui a créé une zone de trafic d'armes, de trafic de drogue, de trafic, etc. Alors, c'est pour dire que la situation que nous vivons au niveau du G5 Sahel, nous avons à peu près 5000 hommes qui sont sur le terrain, qui travaillent en même temps, je dirais, dans leur pays,
tout en ayant des opérations communes que nous devons faire ensemble. Mais on n'a pas véritablement de résultats. Je vais dire ceci, laissez-moi terminer. Je vais dire ceci, ces pays que vous savez, ce sont les pays les moins développés et les moins avancés, qui, sur le plan budgétaire, font déjà des efforts importants, qui vont de 13 à 30% du budget national, au mépris, je dirais, des actions de développement et des actions allant dans le domaine social. Alors, c'est pour dire qu'on peut reprocher, évidemment, au G5 de ne pas mener, de ne pas donner beaucoup de résultats, mais je dois dire que lorsque nous avons fait la mobilisation des ressources, nous avons quand même mobilisé près de 400 millions d'engagements qui ne sont pas encore réalisés sur le terrain. Mais pourquoi ce n'est pas réalisé? Non, ce n'est pas réalisé pour des raisons de procédure, pour des raisons de décaissement au niveau de l'Union européenne et de procédure. Alors, ça fait 3 ans que cela dure. Ça veut dire que la montée en puissance du G5 n'a même pas atteint, je dirais aujourd'hui, 25 à 30% de ses potentialités. Oui, Est-ce que ça ne va pas? Le second aspect, c'est que le G5 travaille sur un territoire qui est très vaste. Comme me disait quelqu'un la dernière fois, la mission que vous demandez au G5, c'est quasiment une mission impossible parce que 5000 hommes pour travailler sur l'ensemble de ces territoires, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. C'est pourquoi nous nous sommes réjouis lorsque la CEDEAO a pris l'engagement également de travailler dans le cadre de ce combat pour À pouvoir mobiliser $1 milliard en 5 ans. $1 milliard, la possibilité d'apporter des troupes sur le terrain, la possibilité d'apporter du matériel en commun pour lutter contre le terrorisme. Monsieur le Président, Et tout cela, c'est les mécanismes qui se vont mettre en place. Et pour l'instant, nous devons compter nous-mêmes sur nos propres forces pour le moment. Et justement, parlant de nos propres forces, on va parler de l'organisation et de l'équipement de notre propre armée. Aujourd'hui, on enregistre de plus en plus de victoires sur le terrain. Est-ce que c'est la résultante d'un changement de stratégie? Parce que longtemps, on a reproché à nos forces de défense et de sécurité d'être dans la réaction et jamais à l'initiative. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, c'est un changement de stratégie? Non, je dois pouvoir dire d'abord 2 choses. Nous devons féliciter nos forces de défense et de sécurité pour le travail qu'ils mènent, malgré tout ce qu'on peut dire. Il faut deuxièmement noter que la question du terrorisme, c'est un phénomène nouveau au Burkina Faso. Et ce phénomène nouveau, comme vous savez, le terrorisme, c'est un phénomène qui agit, je dirais, sans prévenir. Et je pense que nos forces se sont aguerries au fur et à mesure des combats. Le second problème, c'est que nous avons procédé à un équipement, à un achat d'équipement relatif pour les forces de défense et de sécurité. Pendant longtemps, le vecteur aérien a été toujours un problème pour le Burkina Faso, parce que nous n'étions pas dotés de moyens aériens qui nous permettent, je dirais, d'aller sur le terrain pour bombarder ou pour attaquer des gens. Aujourd'hui, nous disposons aujourd'hui au Burkina Faso de moyens aériens. Donc la force aérienne existe. Nous avons 4 hélicoptères qui chaque jour font un travail d'appui sur le terrain aux hommes. Et c'est important. Et je dois dire que c'est vrai, le fait également que nous avons appelé les populations à se mobiliser dans ce combat, également, un travail entre les forces de sécurité, d'information, est devenu beaucoup plus actif et permet également à nos hommes de pouvoir avoir des résultats sur le terrain. Monsieur le Président, oui, Monsieur le Président, sur cette question, ce n'est pas la première fois qu'il y a des nouvelles rassurantes qui sont données. On se rappelle, en 2017, après Koutoukou, il y a eu donc une montée en puissance. Ensuite, il y a eu donc Otapouamou, il y a eu donc cette montée en puissance. Ensuite, même récemment avec Ndoufou, cette opération. Et par la suite, il y a eu l'embrasement de ces différentes zones. Aujourd'hui, avec cette montée en puissance donc, de notre armée, comme vous l'avez dit, comment vous comptez cette fois-ci marquer d'autorité les territoires progressivement? Quand on fait une guerre, on ne peut pas faire la guerre en se disant qu'on avance simplement sur une route où il n'y a pas de problème. C'est ça qui fait justement la difficulté du combat. Je pense que nous devons toujours avoir à l'esprit que nous sommes dans une guerre qui est asymétrique. Et cette guerre asymétrique, c'est clair, nous n'avons pas en face de nous des gens avec qui nous nous battons. Donc c'est pourquoi, tant que nous avons des victoires,
comptabilisons les victoires que nous avons, encourageons nos troupes à rester vigilantes pour se battre sur ce terrain. Le second aspect, il peut y avoir des revers. Mais si nous allons nous appesantir sur les revers sans voir le combat que nous allons mener, je pense qu'à ce moment-là, on va créer un pessimisme inutile. C'est pourquoi je dois pouvoir dire qu'aujourd'hui, comme hier, nos forces de défense font le maximum. Maintenant, est-ce que vous êtes satisfait du bilan de ces opérations? Autant pour nous, de fou. Mais forcément, on est satisfait du bilan, puisque ça a permis à un certain moment d'apporter de la calmie dans un certain nombre de zones. Mais c'est comme les gens, vous les chassez aujourd'hui, ils se regroupent, ils reviennent demain. Donc c'est un travail qui va être permanent. Mais Monsieur le Président, dans cette réorganisation de notre armée, certains également pointent du doigt l'absence d'expérimenter sur le terrain. On le voit avec, par exemple, ceux qui sont sortis de l'académie l'année dernière sont en première ligne aujourd'hui. En tout cas pour certains, beaucoup estiment que nous avons des soldats expérimentés. Vous savez, quand on est à la guerre, vous savez, il y a des moments, si le combat arrive à un certain niveau, nous ne sommes pas expérimentés, nous tous qui sommes là, mais si c'est nécessaire, nous serons au front. Ce que je veux dire simplement, c'est ceci. Nous devons comprendre que en matière de lutte contre le terrorisme et en matière de guerre asymétrique, il n'y a aucune expérience dans ça. C'est un travail de terrain, c'est un travail de vigilance, c'est un travail d'information. Mais est-ce que c'est normal que les gradés soient à Ouaga et que ce soit, en tout cas, des jeunes sortis de l'école, mais s'ils sont en première ligne, c'est que, parce qu'on a certains quand même qui ont fait des opérations, des théâtres d'opérations, de maintien de la paix, ou ils y sont. Si vous prenez à l'Est, une partie de tous ceux qui sont venus des combats de participation au Mali, ils sont déployés dans ces zones-là. Donc c'est pour dire que je pense qu'il est toujours trop facile d'apprécier les choses, comme on dit, de son salon à Ouagadougou. Je crois que nous devons arrêter nous-mêmes de tenir des propos qui déstabilisent, je dirais, le moral même de nos troupes. Et nous devons nous engager tous à faire en sorte que nous les appuyions dans le travail qu'ils font aujourd'hui. Parce que, comme j'ai dit, la guerre asymétrique, ce n'est pas la guerre classique. Donc, de ce point de vue-là, nous devons nous toujours être sur les victoires que nous remportons. Nous devons toujours soutenir nos soldats dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et nous devons toujours travailler, appeler notre peuple à toujours travailler dans l'information. Parce que chaque fois que l'intervention est anticipée, plus certain est la victoire sur le terrorisme. Cette guerre, c'est clair que ce n'est pas une guerre conventionnelle comme on l'a dit, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que la question, j'évoque la question des droits de l'homme à plusieurs reprises, on a des ONG au Burkina et à l'international qui estiment qu'il y a des exactions sur le terrain, qui dénoncent même peut-être, je parle du MBDHP, qui dénoncent peut-être des assassinats ciblés sous couvert de cette lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, quelle est la réponse que vous apportez à ces accusations? Vous savez, nous avons toujours, chaque fois que nous avons tenu des réunions du comité de défense et de sécurité, insisté sur le fait qu'il était important que dans ce combat que nous menons, prenons en compte les droits de l'homme. Et vous savez que les unités qui font sur le terrain, les unités à qui certains pays apportent de l'aide matérielle, sont chaque fois formées dans cette matière. Je ne dis pas qu'il ne peut pas ne pas avoir de débordements sur certains points, mais je pense aussi qu'il faut éviter d'être dans un certain lobby qui tient à peine toujours en noir les situations de combat. Combien de Burkinabés innocents ont été tués pendant qu'ils sont au marché? Combien de personnes ont été tuées dans leur maison pendant qu'ils y sont? Les droits de l'homme, c'est de deux côtés. Mais récemment, votre ministre de la Communication a dû faire une sortie parce qu'il y a le terme génocide qui est sorti. Aucun génocide n'existe au Burkina Faso. Plus d'un. Aucun génocide n'existe au Burkina Faso. Et aujourd'hui, je l'ai dit hier dans mon discours, nous devons éviter la stigmatisation de l'autre. C'est important. Mais aujourd'hui, il y a une communauté qui se sent visée au Burkina. Oui, mais toi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de communauté qui se sent visée. Hier, j'ai reçu la communauté Peul qui existe, qui vit
dans le centre-est, et ils n'ont pas de problème avec les gens. Ils ont attiré l'attention sur le fait qu'il faut justement qu'on évite la stigmatisation. Comme on dit, ce n'est pas parce qu'on a trouvé quelqu'un, je dirais, un caboret qui a fait un acte ici que tous les caborets sont pareils. Donc il faut que nous-mêmes, du point de vue du comportement avec ces populations, il y ait une meilleure intégration, une meilleure communication qui leur permet d'être rassurés et de participer aussi à cette lutte contre le terrorisme. Et ça, c'est important. Monsieur le Président, il y a aussi la question du financement, des sources de financement du terrorisme. Les terroristes semblent bien armés, bien équipés. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait qui les arme et qui les finance? Vous savez, nous avons dit que le terrorisme, c'est tout un trafic. C'est une organisation d'un trafic qui est aussi bien humain, qui est aussi bien des trafics de drogue, de cigarettes et également, comme on le constate, toutes les mines d'or artisanales, on voit qu'il y a un regroupement du terrorisme autour de ces mines d'or. Il y a beaucoup de rapports justement qui estiment que Donc, l'or est une source de financement du terrorisme, notamment l'orpaillage. Entre autres. Alors, donc c'est pour dire que les sources sont assez diverses. Alors, ça veut dire qu'on doit travailler à assécher ces sources. Parce que quand vous voyez toutes les attaques, c'est les zones de passage que les gens veulent prendre, forcément. Donc, ils sont obligés de travailler à déboulonner toutes les bases qui sont installées ça et là par nos différentes forces armées. Je voudrais dire d'ailleurs, comme vous le savez certainement, qu'aujourd'hui, nos frères du Niger ont eu une attaque à Inates qui a coûté la vie à plusieurs soldats. Au nom, je dirais, du gouvernement et du peuple burkinabé, je profite de cette occasion pour leur adresser nos sincères condoléances et toute notre compassion vis-à-vis des familles qui ont perdu ces soldats. Vous avez eu près de 71 militaires qui ont été tués. Donc c'est pour vous dire que la question de la lutte contre le terrorisme, je l'ai déjà dit, ce n'est pas une question qui va se régler, je dirais, en peu de temps. C'est un combat qui sera long. Monsieur le Président, en Il tout faut cas, se préparer à cela. dans ce combat, on a vu donc, en tout cas, les instructions que vous avez données pour le recrutement de volontaires donc, qui vont participer à ce combat contre le terrorisme. C'était donc après l'attaque de Bongo. Aujourd'hui, concrètement, on a l'impression que c'est une décision qui a été prise sous le coup de l'émotion et qu'il n'y a rien qui encadre jusqu'à présent. Non, ce n'est pas sous le coup de l'émotion. Les textes sont prêts. Il sera adopté probablement au prochain conseil par le gouvernement. Parce que vous savez très bien que lorsque j'ai lancé la nécessité de recruter ces volontaires, beaucoup de voix se sont élevées. Pour dire non, il faut éviter les infiltrations, il faut faire ceci, etc. Justement, qui seront ces volontaires? Nous avons tenu compte de l'ensemble de ces questions et nous avons envoyé des missions gouvernementales pour expliquer ce que nous entendons par volontaire. Ce sont des personnes qui seront recrutées dans un contingent qu'on limitera à un certain nombre, qui seront formées et qui auront également un guide de conduite de leurs actions. Ces volontaires également seront rattachés aux éléments de défense et de sécurité dans les zones où ils devront opérer. Est-ce que c'est dans la même vision que ces populations du BAM qui s'étaient levées donc, et en tout cas qui entendaient s'organiser pour prendre en main leur propre sécurité? De toute façon, nous avons demandé, il est nécessaire que les populations s'organisent. Ça me semble nécessaire. Parce que vous savez très bien que si nous sommes basés dans une ville où il y a des troupes militaires et qu'un problème se pose, parce que nous avons plus de 8000 villages, dans un village qui se trouve à 20 km, le temps que les forces de défense arrivent là-bas, ce qui devait se faire est déjà fait. Par contre, si nous avons des volontaires dans cette zone, je veux dire que l'anticipation peut se faire déjà pour permettre de réduire l'élongation entre les forces de défense et le lieu où se trouve la crise. Mais les dérives. D'accord. Monsieur le Président, vous aviez donc parlé donc du décret qui sera signé, en tout cas... C'est même une loi. Une loi. C'est une loi. Ultérieurement. C'est-à-dire que nous allons donc adopter le texte et nous allons demander une session extraordinaire à l'Assemblée nationale pour l'adopter. Maintenant, la question justement donc des volontaires, ce n'est pas forcément justement donc le recrutement.
c'est qu'est-ce qu'on en fait plus tard. Vous savez que nous avions un programme national de volontariat qui fixe quand même des délais. C'est pas la même chose. Ce ne sera pas donc le même concept. Non. Donc, est-ce qu'ils auront un salaire? Est-ce que c'est une carrière militaire? Tout ça, ça sera plus dans les textes. Vous serez au courant au moment où nous prendrons les textes. Mais Monsieur le Je Président, ne vais pas anticiper sur la réponse à ces questions maintenant. Monsieur le Président, le terrorisme a ébranlé la cohésion sociale. Est-ce qu'avec le recrutement de ces volontaires, il n'y a pas de risque qu'après leur service, donc, il y ait des dérives qu'on constate au niveau de la société? Est-ce qu'ils seront rendus à la vie civile? Je pense qu'il ne faut pas être pessimiste sur toutes les mesures qu'on doit pouvoir prendre pour améliorer la sécurité du pays. Nous faisons toujours des anticipations, je dirais, négatives. La cohésion sociale a été distendue parce que les terroristes ont fait en sorte de monter les communautés entre elles, de montrer qu'il y a des communautés qui sont mauvaises et qu'il faut forcément aller contre ces communautés. Notre travail à nous, nous devons travailler à réunifier les communautés. Nous devons travailler à ramener la confiance entre les communautés. Parce que de façon historique, le Burkina Faso a été toujours caractérisé comme étant un pays où la coexistence entre les religions, les communautés, etc., était exemplaire jusqu'à quelques années. Il faut qu'on travaille à rétablir la confiance entre les communautés. Cela est important et je voudrais dire qu'il ne faut pas être pessimiste déjà, alors même que le bébé n'est pas né, on commence à définir s'il aura 2 pieds, 3 têtes. Bon, Monsieur le Président, la question également cruciale des déplacés internes. Selon plusieurs rapports, le cap du demi-million a été franchi. Aujourd'hui, quand on va à Kaya, quand on va à Kongoussi et dans bien d'autres localités, récemment à Fada, on a vu une grande affluence. Aujourd'hui, quelle est véritablement la stratégie pour faire face à cela? Parce qu'on a vu par exemple à Fada que les milliers de personnes qui ont afflué à Fada, vraiment sont dans des conditions très difficiles. Vous savez, le gouvernement fait le maximum d'efforts pour que nous puissions trouver des conditions acceptables pour les réfugiés internes. Parce que comme vous savez, ces réfugiés internes, il y a le fait des attaques des villages qui font que ces attaques-là font que les populations sont obligées d'aller vers des zones où elles pensent qu'elles seront plus en sécurité. Aujourd'hui, le terrorisme a créé une situation humanitaire importante dans notre pays. C'est vrai, nous avons près de 600 000 réfugiés internes que nous devons travailler justement en renforçant les questions sécuritaires, en menant la lutte contre le terrorisme à ramener dans leur village. Ça ne sera pas une chose qui se fera d'ici à demain, mais j'ai bon espoir que c'est quelque chose que nous réussirons progressivement. Aujourd'hui, est-ce que vous avez les moyens d'assurer justement ce minimum, en tout cas à ces populations? Non, le minimum est assuré pour ceux qui sont installés. Ceux qui viennent d'être déplacés, le ministère de la Femme et de l'Action sociale va s'occuper de trouver les endroits où que ces réfugiés puissent être installés et puissent bénéficier également de l'appui de l'État en termes alimentaires, en termes sanitaires et en termes également d'hygiène et tout ce qu'il faut. Il y a aussi la question de la scolarisation. C'est pourquoi je vous ai dit, la question humanitaire qui est créée à plusieurs volets. Quand vous regardez les réfugiés, le maximum c'est les enfants et les femmes. Le second aspect de ce problème, c'est comment réinsérer ces gens dans la scolarisation. C'est une difficulté majeure. Pendant qu'en même temps, les problèmes de sécurité font que nous avons un certain nombre d'écoles qui sont fermées aujourd'hui. Alors, c'est pour dire que c'est un gros défi. Le Burkina s'y attelle. Heureusement, la communauté internationale également nous appuie dans ce sens. Et cela nous permet, jusqu'à le moment où je vous parle, de pouvoir faire face à ces difficultés-là. Monsieur le Président, on va évoquer à présent les questions politiques. On a assez parlé de sécurité. Et sur cette question, sur ce sujet, la première question, c'est en tout cas cette union sacrée que vous appelez de tous vos mots. C'est un refrain, en tout cas c'est un leitmotiv à travers tous vos discours. Une union sacrée aujourd'hui qu'on a du mal toujours à percevoir, surtout sur l'échiquier politique, parce que dans le même temps que vous appelez à l'union sacrée, on voit l'alliance des partis de la majorité présidentielle qui pointe un doigt accusateur sur en tout cas
leader de l'ancien régime. Récemment, en tout cas, un leader de la PMP a estimé que si on veut les terroristes, il faut connaître les terroristes, il faut aller demander à Djibril Bassolé, par exemple. Est-ce que ce n'est pas une incohérence? Parce que dans le même temps que vous appelez à l'union sacrée, ceux qui sont avec vous continuent de fissurer un peu le front du... Est-ce que c'est de ce côté seulement qu'on fissure? Je veux dire que, vous savez, par rapport à la lutte contre, je dirais, le terrorisme, nous pensons que c'est un domaine sur lequel l'ensemble des fils et des filles du Burkina Faso doivent rester unis. Parce que là, ce n'est pas une question de politique, c'est une question de survie, c'est une question de survie de la nation. C'est pourquoi nous avons appelé, et je pense que le message a été reçu au niveau des politiques lorsque nous nous sommes rencontrés dans le cadre du dialogue politique. Les questions qui sont des questions maintenant, je dirais, de débat, parce que l'opposition ou la majorité, chacun a son rôle à jouer. L'opposition également estime que c'est une défaillance, que c'est la preuve que vous n'êtes pas à la hauteur de la situation. Chacun a son rôle à jouer, mais pour l'instant, ne pas être à la hauteur aussi, il faut avancer avec des propositions. C'est ça aussi, la critique est facile. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, il faut que l'opposition nous dise quelles sont les choses. Je pense qu'il ne faut pas prendre sur cet angle. À mon avis, chacune des parties a son rôle à jouer. En fait, c'est de la politique que chacun fait. Mais comme je dis, ce n'est pas ça qui est essentiel. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de votre part de recadrer un certain nombre de choses? Parce que quand on regarde de l'autre côté, on dit, bon, si vous avez des preuves contre un individu, un Burkinabé, eh bien, c'est mieux d'aller à la justice plutôt que d'aller à coup de déclarations, de conférences de presse. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de recadrer pour une cohérence du discours de la majorité, disons? Je veux dire que c'est soit de la majorité ou de l'opposition, il faut recadrer les discours. De toute façon, la question du terrorisme d'aller poser à Bassolé, de ne pas aller poser à Bassolé n'est pas la question. Pour l'instant, nous sommes dans une procédure judiciaire vis-à-vis de Bassolé qui ne concerne pas, je dirais, ces questions pour le moment, même si par lien, on peut faire des déclarations dans ce sens. Mais je crois que ce qui est important, c'est de regarder l'essentiel. Les partis politiques doivent regarder ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental pour nous, c'est de lutter pour amener la paix au Burkina Faso. C'est de lutter contre le terrorisme. C'est de lutter pour bâtir notre pays. Le reste, on peut avoir des points de vue divergents sur les autres aspects. Politique, économique, gestion, gouvernance, ça c'est autre chose. Monsieur le Président, le dialogue politique avait donné un peu d'espoir quand même sur cette entente-là entre les partis de l'opposition et de la majorité. Ce dialogue avait débouché donc sur un consensus avec des points d'accord. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'était des vœux pieux. Est-ce que c'est cette impression? Non, les points d'accord sont toujours là. Mais ce n'est pas mis en application. Je pense que les points d'accord sont toujours là. Nous avons pris langue dans cette discussion pour organiser des élections apaisées. Nous avons pris langue pour faire en sorte que le code électoral puisse être révisé à minimum. Nous avons pris langue pour que également le quota genre puisse être pris en compte. Mais tout cela est engagé. Maintenant, je vais dire qu'il y avait d'autres aspects qui avaient été évoqués. La nécessité de demander au Burkinabé de contribuer financièrement à l'effort de guerre. Nous avons demandé au comité de suivi de continuer, je dirais, à travailler pour nous faire des propositions en ce sens. Nous avons mis un comité justement pour éviter qu'il n'y ait pas de non-mise en application. Ce comité est censé, s'il y a des points qui ne sont pas mis en place par le gouvernement, à relancer le gouvernement pour que ce soit fait. Donc c'est pour dire que vraiment nous avons défini un cadre qui est opérationnel. Et je pense qu'on ne peut pas dire que nous n'avons pas de part et d'autre respecté. Et j'ai salué l'opposition, notamment les chefs de file de l'opposition, d'avoir accepté de participer à cet exercice. Et vous-même, vous savez qu'au départ, personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, c'est un exercice qui a porté ses fruits à mon sens. Et justement, donc, l'une des questions abordées lors donc, de ce dialogue politique, c'était bien sûr donc, la question du genre. Alors donc, il y a donc ce débat autour donc, du quota aujourd'hui. Il y a une certaine opinion qui pense que le projet de loi proposé par le gouvernement marque en tout cas un recul
fondamentale, contrairement donc à l'ancienne disposition. Comment vous expliquez ce fait aujourd'hui, Monsieur le Président? Je voudrais simplement dire que le projet de loi, c'est le fruit du consensus qui est sorti de cette rencontre. Il s'agit d'abord d'accepter le fait que le principe de la liste alternée a été accepté par tout le monde. Maintenant, la question qui est posée aujourd'hui en débat, c'est comment pouvons-nous faire pour que cette liste alternée soit effectuée par tous les partis politiques. Alors, les partis ont posé le principe en disant nous n'avons pas mis de contraintes, sauf des bonus. Si on respecte, il y a la possibilité d'ajouter quelque chose à ces partis dans le cadre donc, de son travail politique financièrement, un appui financier supplémentaire. Or, s'il n'y a aucune contrainte pour les partis, on peut être certain, parce que ce n'est pas la première fois que ce débat arrive. Quand j'étais président de l'Assemblée, nous avons eu le même type de débat. S'il n'y a pas de contrainte, on peut être sûr qu'on n'aboutira pas au 30%. Est-ce que vous êtes favorable à cette contrainte, à cette clause qui contraindrait les partis? Je suis le président du FASO. J'ai réuni les partis pour discuter. J'ai même déjà réécrit au comité de suivi, d'une part au président du CEFOB et au président par intérim du MPP, pour leur dire que je souhaitais qu'ils se réunissent autour de cette question-là, puisque c'est une question qui est posée au niveau du Parlement également. Et Monsieur le Président, aujourd'hui, les jeunes également réclament un quota. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée? Vous savez, je pense que pour les jeunes, nous devons travailler à ce que chaque parti prenne l'engagement de rajeunir, je dirais, dans les différentes élections, ses candidats. Je crois que c'est important, parce que si nous allons dans ce sens, nous aurons des minorités de ceci, il faut un quota, nous aurons également à définir des quotas pour tel genre, ça va être très difficile. L'Assemblée, c'est un homme qui est restreint, et on se plaint déjà qu'il y a beaucoup de députés. Si nous devons élargir les quotas dans ce genre, on ne va pas intervenir. Et parlant de quotas, l'engagement également avait été pris d'avoir un certain pourcentage de femmes au sein du gouvernement. Aujourd'hui, on n'est pas proche. J'ai déjà fait mon mea culpa sur cette question déjà, lors de la dernière discussion que nous avons eue, en disant que nous n'avons pas pu atteindre cet objectif et que je m'engageais à ce que nous puissions continuer à regarder cette question. Monsieur le Président, pourquoi il est si difficile? Vous savez, c'est difficile pour plusieurs aspects. Vous avez parfois des femmes qui ont les compétences, mais qui ne sont pas prêtes à venir au gouvernement. Parce que d'aucuns pensent que également venir au gouvernement, faire de la politique, être dans des activités, c'est un peu des contraintes qui sont assez compliquées. Mais je peux vous assurer que nous travaillons à ce que, également, il y a des contraintes aussi comme sociales aussi que vous connaissez. Je ne vais pas moi vous expliquer. Oui, mais ces préjugés-là aussi sont liés à l'éducation. Non, ce n'est pas des préjugés, c'est des réalités. Oui, mais c'est forgé par l'éducation. Voilà, donc nous devons travailler et je pense que le jour n'est pas loin où nous allons atteindre ces objectifs-là. Monsieur le Président, 2020 c'est demain. Tous les états-majors politiques aujourd'hui sont en tout cas en branle avec l'objectif donc de ces élections de 2020. Alors la première question qui se pose déjà, va-t-on voter en 2020 et dans quelles conditions? Forcément, pour l'instant, nous travaillons pour voter en 2020. À moins qu'il y ait un cataclysme général supplémentaire, nous travaillons dans ce sens. Est-ce que tous les Burkinabés pourront voter? Vous savez, non, je veux dire que des pays qui sont dans les mêmes conditions que nous ont organisé des votes. Bon, donc il ne faut pas que nous, a priori, nous commencions à dire non, est-ce que tout le monde va voter, etc. Pour l'instant, nous sommes organisés en ce sens. Les seules contraintes que nous avons aujourd'hui, c'est le coût de cette élection, qui est très élevé. Alors, donc, nous sommes dans des discussions avec la CENI pour voir comment nous pouvons ramener le budget des élections à des niveaux et à des proportions qui sont compatibles avec le budget de l'État et compatibles avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Alors, donc, ça c'est la contrainte. Le second aspect, on a le temps encore de voir comment les questions sécuritaires se résolvent d'ici là. Donc, je voudrais insister sur le fait que, pour l'instant, travaillons avec un esprit d'optimisme. Oui, Monsieur le Président, sur cette question-là, est-ce que vous avez donc des scénarios déjà disponibles? Vous dites que est-ce que vous avez donné des délais pour l'évaluation? Auquel cas, si l'on ne pourra pas avoir donc d'élection,
est-ce qu'on envisage aussi donc l'habillage donc, de cette disposition-là? Comment on compte l'habiller? Pour l'instant, je vous ai dit, on n'est pas encore à ce stade de discussion. On appréciera les choses au fur et à mesure qu'on avance. L'opposition a dit que vous n'aurez pas de lenga. Je n'ai pas de lenga sur quoi? Le mandat c'est 1 an. Donc après les 5 ans, mon mandat est terminé. Maintenant, on repart pour une élection de 5 ans. Maintenant, on verra bien. En fonction des difficultés, on appréciera les choses. Et vous êtes candidat pour 2020? J'ai déjà répondu à cette Bien question. sûr, Vous êtes déjà candidat. Peut-être la question qui se pose aujourd'hui, c'est ce qui se passe au sein du MPP. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Enfin, alors, quand on regarde Oui. aujourd'hui, il y a certains qui estiment, par exemple, que le président de l'Assemblée nationale a un agenda parallèle à l'agenda du parti. Certains lui prêteraient même des intentions. Là, ce sont des rumeurs, on ne peut pas vous poser la question sur des rumeurs. Mais aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas des appréhensions sur la bonne santé de votre parti? Aucunement. Je peux vous répondre qu'il n'y a aucun agenda qui est caché nulle part. Et je pense que l'histoire est devant nous. Nous aurons l'occasion d'en reparler en son temps. Monsieur le Président, vous avez dit que vous avez déjà répondu donc à la question si vous serez candidat ou pas, on le sait. Vous avez dit que constitutionnellement, vous aviez donc droit à la possibilité. Alors la question c'est, est-ce que c'est un droit constitutionnel que vous voulez donc satisfaire, ou bien vous avez parlé de mea culpa, il y a un mea culpa politique sur la gouvernance. Vous donnez donc plus de chance pour gérer les questions des Burkinabés. Non, j'ai dit simplement, ce n'est pas une question. On n'est pas président parce que automatiquement on peut le faire. Ce n'est pas l'objet. L'objet, évidemment, c'est de pouvoir continuer à travailler pour la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Mais comme je l'ai dit, rien n'empêche que je sois candidat. Maintenant, il appartiendra au parti, etc., de pouvoir, en son temps, vérifier et décider si cette candidature doit se faire. Monsieur le Président, on va faire à présent le point de quelques grands engagements que vous avez pris et qui sont assez emblématiques, disons, 0 corvée d'eau, 0 école sous paillotte. Alors sur ces deux questions, est-ce que aujourd'hui on peut dire que vous êtes dans la trajectoire pour l'atteinte de cet objectif, 0 corvée d'eau, et qu'en 2020, tous les Burkinabés pourront avoir de l'eau potable à leur disposition? Je ne peux pas dire que tous les Burkinabés. Ce que je voulais dire simplement, lorsque nous avons parlé de 0 corvée d'eau, c'était de dire que nous devons faire en sorte que nos femmes, qui chaque matin doivent faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau à 15-10 kilomètres de leur zone, puissent voir rapprocher, je dirais, les points d'eau de leur habitation. Aujourd'hui, l'engagement qui avait été pris, c'est de faire 7500 forages sur les 5 ans. Au mois de novembre, nous sommes à 7200. Donc, de ce point de vue-là, c'est un travail qui va se faire de façon progressive. Mais je dois pouvoir dire, malgré les 7500 forages qui seront faits, on ne peut pas dire que tout le Burkina Faso, tous les villages seront à proximité de l'eau. Donc, c'est pour dire, nous avons commencé, les objectifs qui étaient fixés dans le programme seront atteints, probablement d'ici 2020, mais on n'aura pas réglé les problèmes de l'eau, parce que si vous voyez aujourd'hui, au Yatenga, il y a des problèmes d'eau, à Kupela, il y a des problèmes d'eau, ici même où nous sommes, il y a des problèmes d'eau, et que nous sommes en train de travailler à ce que, à partir de Bagré, on fasse une adduction d'eau ici, à partir de Guiti, on fasse une adduction d'eau à Wayubia, à partir du barrage que nous allons construire à Kupela, ça permet de donner de l'eau à Kupela, à Boulsa et à Putenga. Donc, il y a aussi la question des écoles sous paillotte. Les écoles sous paillotte, nous sommes aujourd'hui à 60% de réalisation des écoles sous paillotte. Parce que comme je vous l'ai dit, vous construisez aujourd'hui des écoles, vous avez encore de nouvelles écoles sous paillotte qui se mettent en place. Donc c'est une course-poursuite, mais nous sommes aujourd'hui à 60% de réalisation. Mais les nouvelles écoles sous paillotte qui naissent, c'est toujours avec le concours de l'administration. Mais oui, mais non, c'est le concours de l'administration, mais je veux dire que dans tous les cas de figure, vous savez très bien que quand les gens comptent des classes, ils essaient de se débrouiller pour poursuivre et ça pose des difficultés. Mais en toute date de cause, je dois pouvoir vous dire que nous travaillons dans ce sens. Monsieur le Président, on va évoquer à présent le Front social. Actuellement, on a un semblant d'accalmie, en tout cas sur le terrain qui s'observe. Mais l'inquiétude qui se présente, c'est que c'est sur la question du respect des engagements. Parce que quand on regarde que ce soit
avec les agents du ministère de la Santé, que ce soit avec les agents du ministère de la Communication et bien d'autres secteurs. Aujourd'hui, l'inquiétude, c'est sur le respect des engagements, parce que bien souvent, il ne s'agit pas d'engagements nouveaux, mais on demande juste au gouvernement de mettre en œuvre des engagements qui ont été pris. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne peut pas être le Premier ministre a déjà donné facteur de... déjà l'accord sur ces questions en disant tous les engagements qui sont pris, le gouvernement travaille à les réaliser. Mais nous ne prendrons pas de nouveaux engagements. Aujourd'hui, nous avons demandé qu'il y ait justement une trêve sociale. Parce que aujourd'hui, la situation que nous traversons impose un peu plus de responsabilité à chacun de nous. C'est pour cela que la trêve sociale est une nécessité pour nous permettre ensemble de pouvoir construire, de pouvoir réaliser les acquis et de pouvoir nous donner la chance de pouvoir améliorer plus tard les conditions de vie des citoyens. Alors, c'est pour dire que cette réponse vous a été déjà donnée. Le Premier ministre a dit les engagements que nous avons pris, nous travaillerons à les tenir. Et c'est sur ce point nous sommes. Oui, sur la question justement donc, de la trêve sociale demandée, vous avez la problématique donc, de l'UTS qui a été posée par donc, les syndicats et dans l'avant-projet justement donc, de la loi des finances, la question semble avoir été actée alors que le gouvernement venait donc de remettre un document aux syndicats pour examen. Finalement, comment l'on peut travailler à consolider cette trêve sociale-là si on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde? Je pense qu'on sera sur les mêmes longueurs d'onde. Parce que lorsque nous parlons de l'UTS, c'est un travail qui est fait par le gouvernement pour pouvoir faire en sorte de ne pas trop pénaliser les personnes. Mais nous devons tous savoir que nous ne pouvons pas toucher des indemnités sans payer quand même une contribution pour le trésor public. Alors, ce travail va se faire et nous allons discuter avec les syndicats pour que nous nous comprenions bien. Parce que comme je dis toujours, chaque fois qu'on prend une mesure, on n'attend pas, on commence à être sur l'aspect pessimiste, ça va être ceci, le gouvernement ne veut pas travailler avec les syndicats. Mais je suis convaincu que nous trouvons un terrain d'entente. Mais est-ce que l'UTS aujourd'hui, parce que l'UAS a déjà réagi, en tout cas d'ici le 18, l'UAS prévoit donc une rencontre à la Bourse du Travail pour évoquer cette question. Est-ce que ça ne peut pas être déjà, parce qu'on a l'impression que la trêve était en train d'être observée. Non, c'est pas une trêve comme ça, nous voulons une trêve formelle. C'est pas une trêve, ça ce que vous observez, ce n'est pas... Non, nous voulons une trêve formelle, discuter avec les syndicats. Voilà, avec de ce point de vue-là, je veux dire simplement que le gouvernement et les syndicats vont se rencontrer pour discuter. Et ce sont des questions qui seront au centre des discussions avec les syndicats pour leur montrer la procédure que le gouvernement compte suivre. Et je suis convaincu qu'on trouvera la théorie. Parce que Monsieur le Président, avec l'UTS, on parle d'une double taxation pour les fonctionnaires qui payent donc l'UTS, mais qui payent également la TVA sur tous les produits qu'ils achètent. Tout le monde paye la TVA, oui, ce n'est pas les fonctionnaires seulement. Alors donc ce n'est pas une question qui peut être posée à ce stade. Ce qui est posé, c'est que le secteur privé, il paye depuis longtemps l'UTS. C'est uniquement le secteur public qui ne le paye pas. Sur les indemnités, sur les indemnités, oui. mais sur le... Mais ici, Monsieur le Président, ce que les syndicats, et d'une manière générale, en tout cas les fonctionnaires dénoncent, c'est qu'on a l'impression que le pouvoir d'achat aujourd'hui recule parce qu'il y a de nouvelles taxes qui ont été instaurées sur les véhicules, on a également le prix du carburant qui augmente. Tout cela, en tout cas, donne l'impression qu'on va chercher dans la poche du citoyen et surtout des plus pauvres. Tout le monde n'a pas de véhicule. Ceux qui ont des véhicules, ce sont ceux qui ont quand même relativement des moyens. Et comme on dit... C'est le plus luxe, le véhicule. Ah non, absolument, c'est ceux qui ont les moyens. Et comme on dit, on ne peut chercher les moyens que chez ceux qui en ont. Alors, de ce point de vue-là, je veux vous rassurer que l'objectif du gouvernement n'est pas de réduire, je dirais, le niveau de vie des travailleurs. Non, l'objectif, c'est que nous ayons un cadre de développement cohérent, où nous sommes conscients que l'argent là, on ne peut pas tirer ça d'ailleurs que du fruit de notre propre richesse. Alors, de ce point de vue-là, je veux vous rassurer que sur toutes ces questions, c'est des questions sur lesquelles je suis convaincu qu'avec les travailleurs, nous trouverons justement les liens pour pouvoir résoudre dans la sérénité
ces différentes questions Qu'en est-il? et pouvoir travailler justement à cette trêve sociale pour laquelle nous sommes tous engagés. Oui, et qu'en est-il de la remise à plat des salaires? Ça avait été présenté comme la solution pour régler le problème La de remise à l'habitation. plat des salaires est toujours à l'ordre du jour et nous allons relancer le comité pour que nous puissions en discuter de manière à ce que nous puissions travailler sur cette remise à plat. Mais est-ce n'avons qu'aujourd'hui, pas, parce que aujourd'hui, ce n'est pas devenu maintenant peut-être une illusion que de penser qu'on Pas du peut tout. mettre les salaires à plat, parce que quand on regarde le cas par cas se poursuit, les magistrats disent que ne veulent pas du tout être associés. Il n'y a plus de cas par cas. On n'a plus de cas par cas dans les mécanismes. C'est fini. Nous avons dit, nous allons remettre de toute façon, vous savez très bien que même dans le dialogue politique que nous avons eu, c'est un aspect qui est ressorti. La remise à plat, il faut le faire. Mais qu'est-ce qui a fait dérailler le processus? Le processus, c'est parce que les modalités qui ont été mises pour les calculs posaient un certain nombre de difficultés qu'il fallait qu'on regarde pour mieux recalibrer, je dirais, c'est la remise à plat. C'est pour cela que nous avons remis le comité technique qui a travaillé et aujourd'hui, nous allons rassembler l'ensemble des acteurs, syndicats, religieux, tous ceux qui ont participé au départ pour que nous puissions réexaminer maintenant les nouvelles propositions qui sont faites par le gouvernement. Monsieur le Président, alors, la bagarre, je le dirais, la bagarre entre gouvernement, syndicats, travailleurs, se résume justement donc à comment permettre justement donc aux travailleurs de gagner mieux. C'est ça la question. Mais gagner mieux sur un budget où plus de 50%, c'est pour payer des salaires. C'est ça la réalité. Est-ce que raisonnablement on peut gagner mieux en prenant le budget seulement pour partager à une minorité, alors que nous sommes 18 millions, que nous devons faire des tâches au niveau de la santé, que nous devons travailler pour l'école, que nous devons faire en sorte que l'agriculture puisse avancer? Ce n'est pas possible. Alors, donc, il faut qu'à un moment donné, la raison puisse prévaloir sur nos intérêts égoïstes. Ça c'est un argument que du côté de l'exécutif, on avance à chaque fois. Les syndicats dénoncent également des engagements non tenus. Le Premier ministre Christophe Dabiré, quand il est arrivé aux affaires, avait promis de travailler à la réduction du train de vie de l'État. Ouais. Mais jusqu'à présent, on n'a pas véritablement vu, en tout cas, il n'y a pas une décision forte qui a été prise allant de Laquelle dans le décision sens. vous attendez des révisions du train de vie de l'État? Mais concrètement, ça se manifeste. D'abord, sur les missions, il y a un effort qui a été fait pour réduire les tailles des missions et le Premier ministre s'est donné le droit désormais de trancher sur les questions qui sont des missions utiles pour nous et les missions qui sont des missions de représentation. Parler des missions à l'étranger. À l'étranger. Deuxièmement, des dispositions ont été également prises pour qu'on évite que vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit aux gens, à des travailleurs, à un groupe de réflexion de travailler, tout le monde va aller à Koudougou, à Banfora ou je ne sais pas où, pour pouvoir bénéficier. On a dit tout ça, ce qui peut se faire à Ouaga, il faut le faire à Ouaga. Mais actuellement, ce n'est pas le cas, Non, Monsieur le Président. non, Quand non, on regarde la non, plupart des ateliers, non, c'est Koudougou, non. c'est Ziaré, c'est Non, Manga. je vous dis, c'est pas Koudougou. on a décidé que pour le plus grand nombre de situations, tout ça aussi c'est réglé, c'est suivi, il faut faire le maximum localement. Enfin, je veux dire également que sur les questions des salaires et des indemnités, tout cela, nous avons mis ça également dans la remise à plat globale des indemnités des salaires, les ministres, les présidents d'institutions, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a un travail qui se fait pour réduire le train de vie de l'État, l'utilisation des véhicules, etc., etc. Il y a des mesures qui sont prises. Mais ça tarde à venir, Monsieur le Président, Et parce que aussi- ce que les gens veulent véritablement... Dites-moi lesquelles. Aujourd'hui, quand on regarde, pratiquement rien n'a changé, parce que les Lesquelles? ministres continuent de sortir avec des V8, voilà, de longues files. Mais même les véhicules, vous savez, pendant un certain temps, nous avons suspendu l'achat des véhicules. Vous le savez très bien. Mais il est évident que si les ministres doivent aller dans des missions de province éloignées, vous n'allez pas les laisser aller avec des Dès le berlines. 11 décembre matin, chaque ministre est venu avec une V8, avec bien sûr des... Mais toutes les V8, ce n'est pas forcément les V8 de l'État. Hein. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas faire la preuve que les V8 qui étaient là, toutes ces les En tout cas, les citoyens, quand ils voient tout cela, ils estiment que véritablement, il n'y a pas un signal fort politique qui est donné dans le sens de la réduction. Le signal du est train de donné. vie. En fait, je pense que nous sommes dans un dialogue où chacun veut justifier, je dirais, et comparer des choses
qui n'existe pas en réalité. Et c'est une fiction de l'esprit que chacun se fait. Je voulais dire en tout cas que, ce qui concerne le Premier ministre, toutes les actions devant concourir à rationaliser, je dirais, les dépenses du gouvernement, elles sont faites. En tout cas, nous travaillons à cela. Maintenant, je demanderai au ministre des Finances, si vous voulez, qu'on les chiffre et qu'on explique quels sont les efforts qui sont faits au niveau du gouvernement. Ça peut se faire également. Récemment, le président de l'Assemblée a interpellé le ministre de l'Économie, par exemple, à l'Assemblée, en estimant qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui doivent à l'État, qui roulent à Ouagadougou tranquillement et puis qui ne sont pas inquiétés. Quand on dit ça, c'est une affirmation théorique. Ça veut dire quand on dit on doit à l'État, c'est comme quand vous dites à la banque, vous devez à la banque. Et il est évident que si vous devez à la banque, même si vous êtes en faillite, même si on vous attrape, je ne vois pas, on ne peut pas récupérer cet argent. Donc je ne sais pas de quoi il parle, je ne sais pas à quoi ça correspond cette interpellation, mais c'est pour dire simplement que nous devons tout faire, si c'est l'État, pour que ceux qui nous doivent de l'argent, on puisse se faire rembourser. Ça, c'est tout à fait normal, je pense. Monsieur le Président, il y a aussi mais je ne sais pas quand on parle en général, beaucoup de gens doivent, bon, je ne peux pas apprécier. Des gens qui, par exemple, ont des véhicules à l'Assemblée, qui n'ont pas fini de payer. Mais c'est la même chose. Vous savez, quand vous arrivez à l'Assemblée, c'est simple. Il y a un crédit automobile qui était prévu, vous le prenez pour acheter une voiture. Tant que vous êtes à l'Assemblée, vous avez le salaire de l'Assemblée, ça vous permet de payer votre voiture. Mais si vous sortez et que vous n'aviez pas de fonction avant d'être député, vous réduisez la situation où pour payer ces véhicules-là, ça pose problème. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, dans les caisses de l'État, il y a beaucoup de députés qui se retrouvent dans des situations qui sont difficiles. Monsieur le Président, on va parler de la question de la lutte contre la corruption. Le RENLAC estime qu'il n'y a pas de volonté politique affichée dans cette lutte-là sous votre mandat. Pourquoi certaines personnes, par exemple, soupçonnées d'être impliquées dans des cas de corruption, ne sont pas déchargées de leurs fonctions? Mais soupçonnés ou bien avec des faits avérés. Oui, mais ailleurs, quand il y a des accusations, on ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, venir simplement sur la base d'une accusation, demander de débarquer quelqu'un parce qu'on a le soupçon qu'il y a une corruption. Il faut que les faits soient avérés. Je veux vous rassurer qu'en ce qui nous concerne, nous sommes engagés dans une lutte contre la corruption. Nous sommes fermement engagés là-dessus. Nous avons l'ensemble des outils, la SLC travaille dans ce sens. Ils ont la possibilité, eux-mêmes, d'assister en justice contre des gens. Vous avez déjà vu que pour certains ministres, il y a eu des cas qui ont été posés et des enquêtes sont en cours. Personne n'a travaillé à arrêter ça. Monsieur le Président, peut-être des gens s'attendaient parce que quand vous êtes arrivé, vous avez dit zéro tolérance à la corruption. Absolument. Mais il n'y a pas il faut que ce soit avéré. Non, mais aujourd'hui, on a vu des pays où il y a eu quand même des opérations assez spectaculaires qui ont touché des personnalités qui étaient considérées comme intouchables. Mais aujourd'hui, on a l'impression que il y a toujours des intouchables, Monsieur le Président. Non, personne n'est intouchable. Ça, je peux vous garantir. Si quelqu'un est pris, c'est avéré, il sera touché. Il n'y a même pas de discussion dessus. Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure de l'autorité supérieure de contrôle de lutte contre la corruption. Justement, donc l'autorité se plaint, en tout cas, de décrets qui ne seraient pas encore pris en sa faveur. Nous avons un certain nombre de... Oui, ça ne coince pas du tout. Je pense que c'est une question de compréhension. Nous sommes dans une question de révision sur les questions indemnitaires qui sont posées. Et nous considérons qu'un certain nombre de propositions qui ont été faites ne correspondent pas à ça. J'ai demandé à ce que le gouvernement et l'autorité puissent se rencontrer pour en discuter. C'est vrai que pour différentes raisons, le gouvernement n'a pas pris la disponibilité pour que ces débats se mènent tôt. Et j'ai pris l'engagement auprès de l'autorité que dès que nous rentrons, on va recommencer ce travail-là pour en finir. Monsieur le Président, on va évoquer à présent d'autres questions d'actualité également. Aujourd'hui, les réseaux sociaux que certains considèrent comme étant, en tout cas, la plaie de notre pays actuellement. L'impression qu'on a, c'est que les lois sont votées, mais qu'il y a une certaine frilosité ou un manque de courage politique, en tout cas, à mettre un peu de l'ordre, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est les réseaux sociaux qui gouvernent le pays à la limite, Monsieur le Président. Non, vous savez, les réseaux sociaux, c'est un domaine un peu compliqué, qui n'a pas été réglementé, que nous allons commencer à réglementer sur les questions qui concernent les aspects de sécurité et les aspects d'information,
de photos qui sont diffusées pêle-mêle au niveau donc, des réseaux. Mais je dois vous dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas simplement au Burkina Faso que ça crée problème, ça crée problème partout. Certains même vont jusqu'à dire qu'il faut supprimer les réseaux sociaux. Ce qui va être un problème qui concerne les libertés. Déjà, même lorsque nous avons voulu prendre les textes sur les questions de sécurité, quel était le tollé qu'on n'a pas eu? On veut en prendre aux libertés, empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent, etc. etc. C'est parce qu'il y avait un flou, monsieur le président. Non, c'est même avec les règles. Même avec les règles, aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Mais en tout état de cause, nous allons nous pencher sérieusement sur cette question et nous avons demandé à ce que les textes soient appliqués. Si on n'applique pas les textes, ça veut dire que nous-mêmes, on favorise le laxisme dans ce travail-là. Et c'est pourquoi je pense que, comme je l'ai dit, même ceux qui ont créé les réseaux sociaux ont trouvé que c'est une grande perturbation qu'ils ont amenée, je dirais, dans tous les pays du monde. Il y a cette question de la démoralisation des troupes. La plupart du temps, on a vu récemment un activiste qui avait été interpellé sur ce chef d'accusation, la démoralisation des troupes. On a l'impression aujourd'hui qu'on peut tout mettre dedans, monsieur le président. Mais pourquoi pas? On peut mettre tout dans quoi? C'est normal. Si dans l'expression de démoralisation. Si vous prenez vous produisez des textes qui vont dans ce sens, on est obligé de vous interroger là-dessus. Ça me semble évident. Vous ne pouvez pas vouloir qu'on prenne des textes et nous reprocher de ne pas les appliquer. Je ne vois pas comment on va faire. Force doit rester à la loi, c'est tout. Si ce n'est pas ça, à ce moment, la personne expliquera, voilà le contenu de mon texte, je ne vois pas en quoi je suis concerné. Il y a un problème dans l'administration parce que la plupart du temps, les fuites viennent forcément de l'intérieur. Quand on voit des documents censés être confidentiels qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, là, manifestement, il y a un véritable problème qui n'est pas forcément des réseaux sociaux, mais Nous avons eu ce cas à la présidence, mais cette personne a été retrouvée et nous l'avons exclue de la présidence. Donc, c'est un travail que chacun doit faire dans son domaine pour être ferme sur ces questions-là. Et souvent aussi, on retrouve des photos qui ont été prises sur le théâtre d'opération et qui se retrouvent également sur les réseaux sociaux. Mais oui, mais vous savez, il faut du matériel technique pour pouvoir détecter parfois d'où partent ces informations. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être empêcher les militaires d'être sur le front avec des smartphones pour faire des photos? On ne peut pas, et c'est vrai qu'on ne peut pas, c'est une solution qui peut être envisagée, mais c'est difficile d'envoyer quelqu'un à des kilomètres et de le couper de tout. Et ça, c'est la difficulté. C'est le type de téléphone qui est en question ici. Parce qu'aujourd'hui, même à Ouagadougou, il n'est pas rare de voir des forces de sécurité, des éléments qui sont assis, mais qui sont sur les réseaux sociaux. En fait, ils sont en train de naviguer tranquillement sur le téléphone. Pendant que... On est d'accord, c'est une réflexion à mener, mais je pense que pour l'instant, dans le contexte où nous sommes, c'est un peu difficile de gérer les questions de cette manière-là. Monsieur le Président, vous aviez parlé tout à l'heure justement donc, du matériel spécifique pour tracer justement donc, les personnes de mauvaises intentions sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez prévu, par exemple, une loi de programmation sur la sécurité intérieure afin d'équiper progressivement justement donc, et la police et la gendarmerie de matériel spécifique sur une certaine période? C'est vrai que déjà il y a cette loi donc, pour l'armée. Voilà. C'est vrai que nous n'avons pas encore de loi de programmation pour les forces de sécurité intérieure, mais comme nous sommes en train de relire, je dirais, les textes sur la sécurité de façon générale, pour bien définir le rôle aussi bien de la gendarmerie, de la police, de l'armée, dans, je dirais, la sécurisation du pays, ce sera une opportunité effectivement que nous puissions mettre en place ce dispositif-là. Mais ne vous inquiétez pas, nous travaillons à l'acquérir et ça sera pour très bientôt aussi. Monsieur le Président, une question également qu'on ne peut s'empêcher de vous poser. C'est vrai que nous sommes dans un pays laïque, c'est la crise à la communauté musulmane aujourd'hui. Il y a eu une assemblée générale extraordinaire à Bobo-Dioulasso qui a désigné un autre président de la communauté musulmane. L'ancien président est toujours là à Ouagadougou. Quelle est votre lecture de la situation? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas craindre que ces dissensions au sein de la communauté musulmane ne constituent encore un motif, disons, de fracture sociale et même de risque d'insécurité? Non, je voulais simplement dire que je pense que de part et d'autre, chacun saura raison garder. Il m'est difficile de m'impliquer dans une discussion dont les fondements, je ne les connais pas. Et je pense qu'à partir du moment où chacun, la base sur laquelle chacun est dans l'islam, c'est la base de la croyance en Dieu,
Et je pense que la tolérance et l'esprit des discussions devraient permettre à ces personnes-là de pouvoir se mettre d'accord sur un processus de sortie de cette crise. Ni la bagarre, ni la confrontation n'apportera un plus à la communauté musulmane. On a un ministère chargé des cultes. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de prendre les devants pour éviter le pire? Non, il n'y aura pas de pire parce qu'on suit ça comme du lait sur le feu. Au niveau de l'administration territoriale, au niveau de la sécurité, la gendarmerie, c'est quelque chose que nous suivons. Et nous allons continuer les discussions avec les uns et les autres pour amener à ce qu'on trouve la ligne médiane qui permette à chacun de sortir par le haut. Parce que si nous continuons simplement à faire des bagarres, je dirais, de sous-groupes, ce sera néfaste pour la communauté et ce sera dommageable, je dirais, de façon fondamentale, quand on sait que quand même l'islam représente également une grande partie de notre population. Cette communauté est souvent aussi une interlocutrice justement donc, du gouvernement par rapport à la situation. Aujourd'hui, avec qui vous discutez quand il y a la situation? Vous avez la fédération islamique qui regroupe tout ce monde, y compris la communauté musulmane. Notre interlocuteur, c'est la fédération islamique avec laquelle nous discutons, mais qui a tenté d'ailleurs d'apporter sa contribution à la résolution de la crise avec beaucoup de difficultés. Mais en tout état de cause, nous continuons à penser que nous devons procéder par le dialogue, par l'apaisement, par le fait qu'ils ont foi en Dieu, et à partir de ce moment-là, on doit éviter toutes les crises de nature à apporter des difficultés majeures dans le pays. Alors, Monsieur le Président, on va parler d'une autre question d'actualité qui concerne beaucoup plus la sous-région. C'est la question du franc CFA. Comment, donc, selon vous, le processus d'abandon du franc CFA doit se faire au profit de cette monnaie commune ECO? Vous savez, je voudrais dire d'abord que l'ECO est une monnaie qui a été définie dans le cadre de la CEDEAO. C'est une monnaie qui doit être flexible, c'est une monnaie qui doit être fondée sur un panier de monnaies et également c'est une monnaie que nous devions, dans le cadre de ce marché, ce vaste marché, adopter ensemble. Alors, il se trouve que, évidemment, les critères de convergence sur les déficits budgétaires, etc., nous n'avons pas les mêmes critères de convergence. Donc, 2020, c'était la date butoir pour que nous puissions passer, je dirais, à l'ECO. Mais il se trouve qu'il faut qu'un certain nombre de pays fassent des efforts budgétaires pour pouvoir respecter, je dirais, ces critères de convergence. L'idée qui avait été développée, c'est de dire les pays qui seront prêts au tenter commenceront à créer la monnaie en attendant que ceux qui ne sont pas encore prêts respectent les critères pour y venir. Donc, pour nous, en tout cas en ce qui nous concerne, nous considérons que l'ECO tel que nous discutons au niveau de l'UEMOA doit s'inscrire dans le cadre de ce que nous avons défini au niveau de la CEDEAO. Est-ce que c'est juste un changement de nom Non. Par rapport au franc CFA? Non, théoriquement, c'est plus qu'un changement de nom, puisque comme je vous ai dit, ce n'est plus une connexion à l'euro, c'est une connexion à un panier de monnaie où il y a l'euro, il y a les yens, il y a les dollars, voilà, ce qui sera géré par la Banque centrale des États. Parce que quand on regarde, vous ne semblez pas parler le même langage, parce que quand on écoute certains de vos collègues, notamment le président ivoirien, par exemple, je veux dire que le fond du débat... Le CFA est un avantage pour nous. Le fond du débat, pour nous, c'est que l'UEMOA doit inscrire l'ECO dans le cadre de la CEDEAO. Ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas, nous, UEMOA, nous asseoir et dire, bon, écoutez, nous, on s'appelle l'ECO à partir d'aujourd'hui, et puis c'est tout. Ce n'est pas possible. On doit inscrire notre action dans la CEDEAO. Tel qu'on a dit, ceux qui sont prêts, si les pays de l'UEMOA sont prêts, plus d'autres pays, à ce moment-là, on crée la monnaie dans ce cadre-là. Alors, c'est le point de vue que nous, on a toujours développé au sein de l'UEMOA pour dire que nous devons être respectueux, je dirais, de cet environnement de la CEDEAO dans lequel nous avons pris cette initiative. Le Panthéon dont vous avez parlé dans votre message, Monsieur le Président, vous avez parlé de Panthéon, vous avez parlé d'histoire générale de la Haute-Volta au Burkina Faso. Cette histoire générale, est-ce que vous pensez qu'elle n'est pas écrite ou qu'elle n'est pas bien écrite? Non, elle n'est même pas écrite du tout.
Je pense qu'il est important que nos historiens et un certain nombre de sciences, l'homme de sciences, puissent se pencher sur l'écriture de l'histoire de la Haute-Volta au Burkina Faso, pour que nous puissions avoir une histoire commune qui est bien synthétisée, bien documentée, parce que comme je dis, le présent se nourrit toujours de l'histoire. On a eu de grands historiens qui ont fait l'histoire générale de l'Afrique. Il faut que nous aussi, nous ayons une histoire générale de Burkina Faso de 1919 à 2019. Le second aspect du Panthéon, c'est de pouvoir rendre hommage à tous ceux qui, dans l'histoire de notre pays, se sont battus pour la dignité et pour l'intégrité de notre pays. C'est pour reconnaître les valeurs dans tous les secteurs d'un certain nombre d'hommes qui ont contribué à faire avancer les choses. Et c'est pour cela que je pensais qu'il était temps de marquer cette étape pour la postérité. C'est pourquoi je commettrai donc une équipe pour travailler sur ces dossiers de manière à ce que nous puissions mettre en place donc ce panthéon et également que nous puissions écrire l'histoire de notre pays sur 100 ans. Monsieur le Président, cette initiative, vous l'aviez annoncée donc hier, c'était donc à l'occasion donc du 11 décembre. Alors, la fête tournante dans la région, je crois qu'il reste Bafora et puis Zignaré. Finalement, quel est le projet donc pour le 11 décembre à l'avenir? On reste dans la logique des fêtes tournantes, c'est soutenable ou pas? Non, je pense que déjà, ce que nous allons faire, nous allons boucler la première phase des fêtes tournantes et nous allons faire un bilan de l'ensemble de cette opération que nous avons, d'investissements qui sont faits dans les provinces, et pour voir s'il faut continuer ou s'il faut maintenant spécifier des activités que nous devons mener dans les provinces selon, ou s'il faut maintenir ce principe de fête tournante. C'est vrai que ça apporte des infrastructures, mais un des problèmes que l'on peut constater, c'est qu'après les fêtes, ces infrastructures ne sont pas entretenues et parfois, vous les trouvez dans des états qui sont relativement préoccupants. Donc, il est important qu'on en tire les leçons, que nous voyons un peu, est-ce que c'est de cette façon qu'il faut poursuivre ou s'il faut développer d'autres types d'activités par rapport donc au 11 décembre de chaque année. Alors, Monsieur le Président, parlant de bilan et avant donc de passer aux perspectives Jean-Emmanuel, de quoi êtes-vous le plus fier de vos 4 ans de mandat à la tête du Burkina? D'ailleurs, je suis fier de plusieurs choses. D'abord, je dois dire qu'au niveau de la santé, on doit s'enorgueillir également qu'il y ait la gratuité des soins pour les femmes qui aujourd'hui, après 4 ans d'exercice, nous coûte également au budget de l'État plus de 90 milliards. Cela, ça a été une action volontariste et je suis fier que nous puissions tenir cet engagement jusque-là. Le second point, je voudrais dire également que toujours au niveau de la santé, je regarde aujourd'hui que nous avons inauguré la dernière fois le centre hospitalier universitaire régional de Zignaré. C'est une belle réalisation qui va permettre également au plateau central de pouvoir améliorer les soins de qualité pour les provinces qui forment cette région. Idem, nous avons posé la première pierre pour le CHR de Manga, même si le CHR de Manga, même s'il n'est pas construit, je veux dire que c'est important, ça faisait pratiquement près de 3 ans que ce dossier était bloqué. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va permettre sur plus de 25 hectares de construire également quelque chose qui sera positif. Monsieur le Président, au niveau de l'eau, la fin et l'inauguration du barrage de Samandeni, que vous avez vu, c'est quand même une fierté pour le Burkina Faso. Fierté parce que non seulement le barrage est terminé, c'est une réalité. Sur le plan des poissons, ça permet déjà de rentabiliser et de permettre à des gens de pouvoir tirer des bénéfices monétaires sur la pêche, mais également, nous avons déjà 1500 hectares qui vont être préparés, sur lesquels nous avons déjà les financements qui vont permettre de développer progressivement de l'agriculture, faire de la transformation de produits. Donc,
en quelque sorte, l'agro-business. Si l'on regarde également au niveau de l'électricité, d'énergie, des efforts ont été faits. Nous sommes passés de 300 mégawatts de potentiel aujourd'hui à 600, avec des perspectives, avec les interconnexions et également le développement de l'électrification rurale, de pouvoir passer d'ici 2020 à environ 1000 mégawatts. Donc je pense que c'est des progrès qui sont notables que nous pouvons également montrer. Au niveau de l'enseignement, également des choses ont été faites. Je vous ai dit, les écoles supérieures, nous sommes à 60%. Les CEG, nous devions faire environ 320. Nous en avons fait près de 450. Alors, je veux dire qu'il y a des réalisations quand même qui sont concrètes, qui sont faites et dont nous devons nous enorgueillir parce que dans le contexte où nous sommes, je pense que des bilans plus détaillés qui seront faits dans le cadre du Programme national de développement économique et social permettront de voir que malgré tout ce qu'on peut dire, il y a des choses qu'on a pu faire qui, durant les mandats qui sont passés, n'ont pas pu être faits. Et je voudrais dire que c'est pour cela que lorsque nous allons remettre ou mettre à la disposition des populations ces réalisations et qu'on voit le bonheur qui s'exprime, ça nous encourage à aller plus en avant. C'est pas de la pré-campagne? Aucune pré-campagne. L'opposition dénonce une pré-campagne. Non, je ne sais pas, vous savez. Tout devrait à un an des élections. Dois-je laisser... Les routes, non, attention, les règles sont codifiées dans le code. Jusqu'à le présent, je suis soucieux et respectueux de ces règles-là. Si les périodes qui sont fixées par le code arrivent, je ne participerai à aucune inauguration. Et on n'en fera même plus d'inauguration du tout, pour respecter le cadre réglementaire et légal. Mais pour l'instant, on ne peut pas me dédier le droit d'aller inaugurer des choses qui ont été faites par nous ou qui ont été terminées par nous. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure justement donc, de la gratuité donc, des soins. C'est une fierté pour vous. Vous avez expliqué que cela coûterait donc plus de 90 milliards donc, à l'État burkinabé. Est-ce que jusqu'à quand vous allez pouvoir tenir justement donc, cet engagement? Est-ce que vous pensez déjà à un mode de financement de cet engagement aussi? Pour l'instant, c'est le budget national qui finance ça, cet engagement-là d'abord. Le second aspect, c'est que chaque fois que nous allons dans les provinces, nous voyons également que c'est avec fierté que des femmes, des hommes nous disent vraiment cette mesure-là nous a aidés, mais encore, il y a de la vigilance à opérer sur ces aspects-là. Parce que, comme je dirais, le facteur humain, parfois est toujours un vecteur de déviation des objectifs du gouvernement. Et c'est pour ça que nous avons demandé au ministre de la Santé d'assurer un suivi pour être certain que les dispositions que nous mettons en place pour les différents CSPS sont bel et bien utilisées à bon escient pour faire ce travail-là. Il y en a qui le font par intégrité, par sérieux. Il y en a aussi qui posent des problèmes de temps en temps. Et je pense que c'est des situations qu'il nous faut regarder pour rendre ça beaucoup plus opérationnel. Mais pour l'instant, nous allons continuer à nous battre pour tenir cet engagement. Il reste juste 2 minutes. En quelques mots, il vous reste aujourd'hui 1 an de mandat. Comment vous entrevoyez cette dernière année? Aujourd'hui, il est clair que la question sécuritaire est devenue une priorité. Alors comment vous voyez, en tout cas, le reste de ce mandat-là? Comment vous l'envisagez? En tout cas, moi d'abord, je vois avec, je dirais, optimisme le combat que nous menons contre le terrorisme. Même si ce n'est pas un combat que nous menons parce que le Burkina Faso n'est pas un terrain isolé. Nous avons plusieurs frontières. Quand c'est la paix, c'est un avantage. Quand c'est des problèmes de terrorisme, c'est un désavantage. Parce que les frontières sont poreuses. Mais j'ai bon espoir que nous allons arriver à réduire de façon substantielle les effets du terrorisme dans notre pays. Le second aspect, c'est qu'il reste 1 an, il n'y a pas 36 jours à faire, il faut continuer à travailler pour l'intérêt du pays, dans tous les domaines sur lesquels je me suis engagé. C'est la dernière ligne droite. Tout ce que nous pouvons faire dans cette ligne droite, nous devons travailler à les réaliser dans l'intérêt du peuple burkinabé. Alors, ce que je voudrais simplement dire, c'est que, en tout cas, le gouvernement est engagé pour cette activité et comme je vous l'ai dit, nous travaillons toujours dans l'axe de l'organisation des élections
en 2020. C'est une élection certainement qui se déroule dans un contexte compliqué, mais osons espérer que le taux, nous allons le desserrer d'ici là pour permettre aux Burkinabés de retrouver une certaine sérénité qui leur permette d'aller élire celui qu'ils pensent capable de pouvoir conduire demain la nation vers un avenir beaucoup plus radieux. Monsieur le Président, ça va être le mot de la fin. En tout cas, 1h30 d'entretien. En tout cas, ce temps qui nous était imparti est achevé. Voilà, mesdames et messieurs, il ne reste plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi ce grand entretien que le président du Faso nous a accordé ce soir au pied-à-terre, ici même à Tinkodogo. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour notre grand rendez-vous. Merci beaucoup.